Et je tiens tout d'abord à féliciter tout le staff qui s'est occupé de l'organisation de notre 48e congrès de l'ASMEDIAN et qui se retrouve cette année jumelé au 20e congrès maghrébin. Bravo à professeur Al-Khewak et à toute son équipe. Et je tiens aussi à remercier les laboratoires AstraZeneca qui m'ont permis donc de discuter avec vous, les inhibiteurs du SGLT2. En fait, professeur Ousdoun vient tout juste d'en parler. Elle en a parlé dans la prévention, dans le volet prévention secondaire. Et moi, ma mission aujourd'hui serait beaucoup plus de vous en parler en prévention primaire. Parce que, comme vous allez le voir, en prévention secondaire, il est presque illégitime aujourd'hui de ne pas prescrire les inhibiteurs du SGLT2. Vous le voyez, en cas d'insuffisance cardiaque, en cas de maladie rénale chronique, les preuves sont infaillibles et tangibles et vraiment tous les malades diabétiques et même non diabétiques devraient en bénéficier. Toutefois, en prévention primaire, en tant qu'antidiabétique oral, c'est une médication très sous-utilisée. Chez les patients diabétiques présentant des facteurs de risque cardiovasculaire, mais qui restent en prévention primaire ou dans les stades précoces de la maladie rénale chronique, ça reste des maladies, des médicaments très sous-utilisés. Pourquoi? Pourquoi c'est des médicaments très sous-utilisés? Tout d'abord, on se dit, c'est des médications qui agissent essentiellement par un mécanisme rénal, c'est-à-dire c'est des médicaments glucosuriques. Ils ne vont pas agir sur le pancréas, ils ne vont pas agir sur la sensibilité à l'insuline. Et donc, il y a ce doute. Il y a aussi les preuves qui sont solides en prévention secondaire, mais qu'en est-il des preuves cardiovasculaires et rénales en prévention primaire? Et puis on se dit, en prévention primaire, et on a toujours cette arrière-pensée, attention, les effets secondaires, c'est vrai, il y a les bénéfices, mais est-ce que les bénéfices vont l'emporter sur les effets secondaires? Et puis il y a aussi l'obstacle du prix. Donc si on commence par l'efficacité, donc tout à l'heure, professeur Ousdoun nous a bien expliqué le mécanisme. C'est vrai, c'est des médications qui agissent essentiellement par action rénale, en inhibant la réabsorption du glucose au niveau du tube contourné proximal et donc en réduisant l'excrétion urinaire du glucose. Mais ce n'est pas le seul mécanisme d'action et il ne faut pas être réductionniste. En effet, en réduisant la glycémie, ils vont réduire la glucosurie, la glucotoxicité et par là même améliorer la fonction bêta-cellulaire et l'insulinosensibilité. Vous allez me dire, c'est un mécanisme indirect. Mais en fait, actuellement, on a constaté que le traitement par dapagliflozine agissait chez la souris DBDB sur la microbiote intestinale, entraînait une élévation du tryptophane, ce qui va permettre de régulariser à la hausse la sécrétion du GLP-1, d'augmenter la sécrétion de l'insuline et même favoriser la régénération des cellules bêta. Et donc, on voit bien qu'on s'éloigne du champ purement rénal pour aller vers le champ de l'insulinosécrétion. D'ailleurs, l'analyse immunohistochimique des tissus pancréatiques chez la souris DBDB, qui reçoit une greffe de microbiote fécal de souris traitées par les inhibiteurs SGLT2, vous voyez sur le graphique en haut, nous avons une régénération des cellules bêta et donc c'est en faveur d'une action directe sur le pancréas. Il n'y a pas uniquement l'action sur l'insulinosécrétion, mais il y a aussi l'amélioration de l'insulinosensibilité parce qu'on a trouvé effectivement que les inhibiteurs du SGLT2 augmentaient l'utilisation des graisses et surtout favoriser le brunissement du tissu adipeux blanc vers le tissu adipeux brun qui est connu pour atténuer l'inflammation, pour atténuer la résistance à l'insuline et activer les macrophages M2. Et donc, vous voyez que le mécanisme d'action est bien pléotrophe.
Mais est-ce que cela va se traduire cliniquement et en pratique? Eh bien, en pratique, on voit bien que sous inhibiteurs de SGLT2, que ça soit en monothérapie, que ça soit en bithérapie, en association à la metformine, ou aux sulfamides, ou aux inhibiteurs DPP4, voire en trithérapie, on voit que la baisse n'a rien à envier aux autres antidiabétiques oraux et que c'est une baisse qui est significative et efficace. Et donc, on ne doit pas toujours avoir l'arrière-pensée, c'est un médicament qui agit uniquement par le rein, c'est un médicament qu'on peut donner chez le non-diabétique et donc que l'efficacité n'est pas au rendez-vous. Au contraire. Et lorsqu'on compare par rapport aux sulfamides, on a l'impression que les sulfamides sont très efficaces. En fait, les sulfamides entraînent une baisse brutale et rapide. Et donc, le malade est tout content de cette baisse rapide. Mais on voit qu'elle ne perdure pas et qu'elle n'est pas durable, contrairement aux inhibiteurs du SGLT2. Et donc, il faut avoir à l'esprit la durabilité de l'action des inhibiteurs de SGLT2. Chose aussi importante à signaler, c'est que lorsqu'on compare par rapport aux inhibiteurs des PP4, on voit qu'on a une efficacité qui est même meilleure sur la réduction de l'hémoglobine A1C avec une perte de poids supplémentaire. Notez que plus le taux d'hémoglobine A1C est élevé, plus l'efficacité des inhibiteurs de SGLT2 va prévaloir. Ceci est vrai pour tous les antidiabétiques oraux, mais encore plus pour les inhibiteurs de SGLT2. En effet, il existe une relation linéaire entre la valeur moyenne de l'hémoglobine au début du traitement et sa diminution moyenne. Toutefois, il faut savoir qu'avec la dégradation de la fonction rénale et de l'excrétion urinaire du glucose qui va diminuer, nous allons avoir une réduction de l'effet antidiabétique, mais ça n'enlève en rien à son effet cardioprotecteur et rénoprotecteur. Donc là, c'est sur le volet de l'efficacité. Voyons voir sur le risque hypoglycémique. Sur le risque hypoglycémique, la fréquence des hypoglycémies est similaire avec les inhibiteurs SGLT2 comparativement au placebo, sauf si on l'ajoute parfois au sulfonylurée ou à l'insuline, où à ce moment-là, le risque d'hypoglycémie peut être plus imputé à ces deux dernières médications, et auquel cas on pourrait faire des ajustements thérapeutiques, surtout si le malade est déjà bien équilibré. Vous voyez avec moi que pour le risque hypoglycémique, les inhibiteurs de SGLT2 ont une incidence presque 10 fois plus faible. Donc, c'est une valeur ajoutée à une efficacité meilleure. Nous avons un risque hypoglycémique plus bas. Mais quelle est la dernière triade de l'équilibre glycémique? C'est la variabilité glycémique. En effet, on ne peut pas parler d'équilibre glycémique, de réduction du risque hypoglycémique, sans oublier la variabilité glycémique qui est un paramètre indissociable de l'équilibre glycémique. Et là, on sait que la variabilité glycémique s'associe à une augmentation du risque cardiovasculaire. Vous voyez dans cette étude où on compare donc le sulfamide, en l'occurrence le glyclaside, par rapport à la dapagliflozine dans une étude de 12 semaines, et on va voir les paramètres de la variabilité glycémique, que ce soit le MEIGE, que ce soit le coefficient de variation sur le MGG, sur le Holter glycémique, et on voit une réduction significative de la variabilité glycémique qui va se traduire sur les données métriques du CGM avec une amélioration du temps passé dans la cible. Donc, vous voyez la phase initiale, puis après 12 semaines, pour les inhibiteurs de SGLT2 et pour les sulfamides. Donc, vous voyez que le tir, la partie en vert, qui augmente de manière significative. On voit que le TBR au-delà de la, donc les seuils au-delà de la cible vont être réduits, et même le TAR, donc les valeurs en dessous du cible, vont être significativement réduites. Et lorsqu'on s'intéresse au rapport journalier, au profil glycémique ambulatoire, on voit que pour la DAPA qui est représentée en orange, le profil va s'affiner, s'amenuiser. Ça veut dire que la variabilité interjournalière va être réduite sous inhibiteur de SGLT2. Et donc, si on veut se résumer,
Ces thérapeutiques sont de véritables antidiabétiques oraux à part entière, qui sont efficaces sur l'hémoglobine A1C, avec un moindre risque hypoglycémique et une moindre variabilité glycémique sur les différentes données métriques. On passe maintenant donc à la deuxième problématique. Est-ce qu'on a en prévention primaire suffisamment de preuves pour dire qu'on va réduire le risque cardiovasculaire et le risque rénal, puisqu'on a beaucoup de preuves, comme l'a démontré tout à l'heure professeur Houston, en prévention secondaire. Il va commencer par des paramètres intermédiaires tout d'abord. Et bien sur les paramètres intermédiaires, on a tout d'abord un bénéfice pondéral. Donc, comme vous le voyez dans cet ensemble d'études, on voit que là aussi, les inhibiteurs SGLT2, en l'occurrence la DAPA, réduit donc le poids, que ce soit en monothérapie, en bithérapie, voire en trithérapie. Et on s'attendait aussi à ça lorsqu'on se compare aux sulfamides, là où les inhibiteurs SGLT2 font baisser le poids, nous avons une prise pondérale sous sulfamide avec un différentiel de presque de 5 kg, ce qui est quand même substantiel en matière de diabéto. Et ce qui est encore plus notable, c'est que les inhibiteurs de SGLT2 vont agir beaucoup plus sur l'obésité abdominale, sur l'obésité androïde, avec une réduction plus marquée sur la graisse viscérale qui, on sait, est inflammatoire et entraîne une insulinorésistance. À côté du paramètre intermédiaire qui est le poids, on va voir la tension artérielle. Donc, nous avons une réduction de la tension artérielle systolique de 5 mm de mercure. Nous avons aussi que l'acide urique est un marqueur de risque cardiovasculaire, que l'acide urique est à 90% réabsorbé au niveau du tube contourné proximal et que les inhibiteurs de SGLT2 vont permettre de réduire la réabsorption de l'acide urique et cela est retrouvé dans les études. Donc, par exemple, dans cette étude, on voit bien qu'on a une réduction de l'acide urique. Tout cela, ce sont des paramètres intermédiaires. Un autre paramètre intermédiaire, je pense que vous allez vous en douter, c'est la stéatose hépatique et la MASLD. On sait que la MASLD est aussi un marqueur du risque cardiovasculaire, voire un facteur de risque. Et on voit qu'avec les inhibiteurs SGLT2, nous avons une baisse des transaminases, des gamma-GT, concomitamment avec la baisse du poids et de l'insulinorésistance. C'est vrai que l'effet n'est pas aussi spectaculaire qu'avec les agonistes du GLP-1, où là, la perte pondérale est tellement conséquente que l'impact sur la stéatose hépatique est important, mais quand même, c'est un point positif en faveur des inhibiteurs de SGLT2. Et lorsqu'on voit sur l'échographie, grâce à l'élastographie, on voit bien qu'on a une réduction en haut sur la stéatose hépatique et en bas sur la rigidité hépatique et donc sur le score de fibrose. Et donc, tout cela concourt, ces paramètres intermédiaires, à dire qu'on peut pressentir en prévention primaire un bénéfice cardiovasculaire. Et finalement, est-ce qu'il y a des études? Eh bien, oui, il y a l'étude en prévention primo-secondaire, je vais dire. C'est l'étude d'Eclartimi, 88. En fait, c'est une étude qui a intéressé 17 160 patients. Donc, c'est une très grande étude où 60% des patients étaient en prévention primaire. Et donc, c'est un nombre très conséquent de malades. Et vous voyez, on avait un bras placebo, un bras dapagliflozin, et comme critère primaire de jugement, on avait le critère MACE et un critère composite final, donc d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque ou de mortalité cardiovasculaire, et on a le critère secondaire qui est le critère rénal. Donc, voyons voir cette étude de prévention primaire, parce que, en fait, pour nous, endocrinos, on voit plus des diabétiques en prévention primaire. Vous voyez le cadran en rose, en haut, c'était des patients diabétiques qui étaient soit âgés de plus, supérieur ou égal à 55 ans, ou des femmes de plus de 60 ans, avec un seul facteur de risque, avec une dyslipidémie, ou une HTA, ou un tabagisme. Donc, l'âge était considéré comme facteur de risque. Donc, l'âge plus un facteur de risque nous fait inclure le malade dans cette étude. Et voyez avec moi, 10 000 patients ont été inclus en prévention primaire.
Et chez ces malades, on voit bien que la fonction rénale, qui avait en moyenne été de 85 millilitres par minute par 1,73 mètres carrés, et donc il n'y avait pas vraiment d'insuffisance rénale. Et même les patients avec micro-macroalbuminurie étaient limités à 30%. Donc c'est une population en grande partie en prévention primaire. En effet, dans l'étude d'Eclartimi, on voit bien que c'est la plus grande étude qui inclut le plus grand nombre de patients en prévention primaire. Et ben, on constate sur le plan donc de critères primaires une réduction de l'insuffisance cardiaque, de la mortalité cardiovasculaire de manière significative de 17%, une réduction du MES, même si elle n'est pas significative, mais favorable, de 7%. Et ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on s'intéresse au bras de prévention primaire qui est en bas, on voit bien que c'est très significatif. Et lorsqu'on s'intéresse au bras avec ou sans insuffisance cardiaque, on trouve là aussi que ça reste très significatif. Donc, on a quand même une étude de prévention primaire avec 10 000 patients en prévention primaire chez qui on a pu prouver le bénéfice cardiovasculaire. Sur le critère rénal, là aussi, on voit bien dans cette étude que nous avons une réduction de la maladie rénale chronique, alors que les malades avaient une fonction rénale qui était respectable et seuls 30% avaient une microalbuminurie. Et donc, on avait à peu près donc 24% de réduction des événements cardiovasculaires et de mortalité cardiovasculaire. Si on enlève maintenant la mortalité cardiovasculaire et on s'intéresse aux critères purs et durs rénaux, on retrouve une réduction de 47% des événements rénaux dans cette population en prévention primaire en majorité. Et effectivement, vous voyez, lorsqu'on est en prévention primaire, le sous-groupe en prévention primaire, et quel que soit le débit de filtration glomérulaire, on a un bénéfice réel, clinique et démontré. Et donc, pour se résumer, on a une efficacité non pas seulement sur des paramètres intermédiaires qui est le poids, la tension artérielle, l'uricémie, la masse aldée, mais on a une étude de prévention primaire avec 60% de patients en prévention primaire, à peu près 10 000 patients en prévention primaire avec des résultats positifs cardiaques et rénaux. Vous allez me dire, on est toujours en prévention primaire. Donc, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? J'ai des bénéfices, mais c'est pas comme en prévention secondaire. Je ne m'intéresse pas aux effets secondaires, j'y vais. Là, quand même, j'ai un peu de doute sur les effets secondaires. Eh ben, dans cette même étude d'Eclartimi qui a été faite à 60% de prévention primaire, on voit qu'il n'y a pas de différence par rapport au groupe placebo et que, si ce n'est pour les infections génitales, là, on a un taux de 0,1 pour le placebo et de 0,9 quand même pour la DAPA 10 mg. Et pour la décompensation cétosique euglycémique, 0,1% pour le placebo et 0,3 pour la cétoacidose diabétique. Pour le reste, il n'y avait pas de différence systématique. Et donc, lorsqu'on prescrit les inhibiteurs SGLT2 en prévention primaire, on ne peut pas ne pas les accompagner d'une éducation du patient. En effet, on doit conseiller et donner aux patients des conseils pour diminuer essentiellement les risques d'infection génitale qu'on a retrouvés élevés dans cette population. Et, comme vous le voyez, lorsqu'on a une infection génitale, il ne faut surtout pas arrêter le traitement par glyphosate, ni celui du diabète, mais qu'il faut traiter cette infection urinaire et les traitements sont normalement faciles et guérissables. De même, lorsque comme il y a ce risque de cétoacidose, donc il faut savoir éduquer le malade aux signes cliniques d'acidocétose, éduquer le malade aux facteurs favorisant la cétoacidose et comment agir devant ces situations à risque. Et donc, ces effets secondaires ne doivent pas être des freins à la prescription des inhibiteurs SGLT2 et plutôt éduquer le malade dans ce sens. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste en prévention primaire le problème du prix. Le problème du prix, lorsqu'on se compare aux sulfamides, on voit que le prix
est beaucoup plus élevé que les sulfamides. Lorsqu'on s'en compare, par exemple, j'ai pris un exemple de la sitagliptin, on voit que le prix se rapproche, quoique maintenant ça commence à être génériqué. Et lorsqu'on se compare liraglutide, là j'ai mis le 1,2 parce que normalement la dose devrait être 1,8, donc le prix est quand même différent. Et donc il y a un prix à payer, mais ça reste un prix dans la catégorie moyenne. D'accord? Donc, in fine, quelle est donc la place des inhibiteurs SGLT2 dans la stratégie thérapeutique et tout particulièrement dans la prévention primaire? C'est vrai que les recommandations américaines ont pointu sur la prévention secondaire, sur l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, la maladie rénale. Mais vous voyez déjà en jeunes, ils parlent de maladies en prévention primaire à haut risque cardiovasculaire. Et là-bas en jeunes, des malades qui ont une microalbuminurie, un 30 mg, au-delà de 30 mg par gramme de créatinine. Et donc, à des phases débutantes, les recommandations sont en faveur des inhibiteurs de SGLT2. Mais elles ne s'arrêtent pas là. Elles ne s'arrêtent pas là, puisque lorsqu'on a un problème d'obésité, vous voyez qu'ils sont classés dans la case intermédiaire, comme vous le voyez en jaune. Et lorsqu'on veut une efficacité, vous voyez en jaune, ils ont une efficacité supérieure, alors que, par exemple, pour les inhibiteurs DPP4 sont classés à la classe intermédiaire. Et donc, on a un placement dans la stratégie, non pas en tant que prévention primaire, secondaire, mais aussi en prévention primaire. Voyons notre protocole national. Dans notre protocole national, là aussi, on voit qu'ils ont une place de choix en prévention primaire, secondaire, mais pas que en prévention secondaire, puisqu'on voit très bien qu'en prévention primaire, surtout lorsqu'on a un risque hypoglycémique, surtout lorsqu'on a un problème de poids, il a une place donc de choix dans cette stratégie thérapeutique. Maintenant, je vais finir par un petit cas clinique qu'on peut voir en consultation de tous les jours. Donc là, c'est un patient de 50 ans, commercial, qui se déplace en voiture. Et déjà, le fait qu'on a une personne qui se déplace en voiture, donc on se dit, il y a le risque hypoglycémique et on est alerté par donc ce risque-là. C'est un patient diabétique, comme vous le voyez, qui est en prévention primaire. Metformine 2 grammes, pas de complications dégénératives, macro- ou micro-angiopathie, pas de signe infectieux. On a le problème de poids, et un poids quand même conséquent, d'accord? On n'a pas d'hypertension artérielle, donc on a un déséquilibre glycémique avec une hémoglobine à 8,2, une petite dyslipidémie avec un LDL à 1,10. On a un rapport albumin-rénine à 28 mg par gramme de créatinine. Vous allez me dire que c'est normal, mais je vais vous dire que c'est un continuum et on se rapproche des 30 mg par gramme de créatinine. C'est vrai qu'il faut le répéter, qu'il faut éliminer toute infection, tout déséquilibre, mais quand même, on se rapproche des 30 mg par gramme de créatinine. Et on a en plus de ça un foie de stéatose et l'index de fibrose est normal. D'accord? Et donc, on a un patient finalement en prévention primaire avec un score qui est jugé à 8,7%. Chez ce patient, quels sont les éléments de choix à retenir? Bien sûr, lorsqu'on veut traiter nos patients diabétiques, on s'intéresse à l'atteinte cardiovasculaire. Est-ce que notre patient présente donc une atteinte rénale? Donc, pour l'atteinte cardiovasculaire, notre patient n'a pas d'atteinte cardiovasculaire. Il est en prévention primaire. Pour l'atteinte rénale, notre patient n'a pas d'atteinte rénale, quoique je vous ai dit que nous avons un rapport aldostérone, un rapport albumine sur créatine à 28 mg par gramme de créatinine. Est-ce qu'on veut être efficace? Oui. L'hémoglobine est à 8,3, on n'est pas aux objectifs, donc on aimerait être efficace. Est-ce qu'il y a un risque hypoglycémique chez notre malade? Oui, c'est un commercial qui circule en voiture tout le temps. Donc, on doit faire attention. Est-ce qu'il y a un problème d'obésité, de surpoids, de mafaldé? Oui, chez notre patient, c'est un souci qui va peser dans la décision thérapeutique. Est-ce que le médicament doit être toléré? Bien sûr, tout le monde va chercher une bonne tolérance thérapeutique. Et puis, le coût, qui ne se soucie pas de sa poche et de son argent et qui recherche un remboursement. Et pour l'injectable, la plupart des patients ne veulent pas d'injectable.
D'accord? Et donc, ce sont les éléments de choix que nous avons. Maintenant, devant nous, qu'est-ce qu'on a comme thérapeutique? Bon, c'est les différentes familles thérapeutiques qu'on a. Les priorités, c'est pas de risque hypoglycémique, d'accord? Et pas de prise de poids. Donc, quelles sont les classes thérapeutiques qui vont sauter de prime abord? À votre avis? Donc, c'est l'insuline et les sulfamides de prime abord parce qu'il y a le risque hypoglycémique et la prise pondérale. Donc, on a ces trois classes thérapeutiques. Pour ces trois classes thérapeutiques, on voit que pour les inhibiteurs DPP4, il n'y a pas de risque hypoglycémique, mais ils ne vont pas nous faire perdre de poids, et ils ne vont pas agir sur la stéatose hépatique, d'accord? Et donc, ils n'ont pas de plus à apporter, et donc on reste avec ces deux thérapeutiques. La thérapeutique de choix aurait été les agonistes du GLP-1, puisqu'ils vont agir de façon draconienne sur le poids, et ils vont agir de façon draconienne sur la mafaldée. Mais parfois, on a des malades qui pourront vouloir une prise par voie orale au lieu de l'injectable et qui ne pourront pas avoir accès aux agonistes du GLP-1 et ils pourront préférer les inhibiteurs SGLT2 même s'ils n'ont pas la même puissance sur le poids et la mafaldée. Et donc, c'est des traitements qui doivent être individualisés. Et donc, vous voyez que le traitement du patient diabétique en prévention primaire doit être individualisé et que les inhibiteurs de SGLT2, pour conclure, ont une efficacité glycémique élevée et maintenue et prouvée au cours des études, sans risque hypoglycémique, comme vous avez pu le voir, avec une moindre variabilité glycémique, on l'a vu tout à l'heure sur le TIR, sur le TBR et sur la courbe, avec une action sur les facteurs de risque cardiovasculaire, l'acide urique et la tension artérielle, avec une réduction pondérale et de la mafaldée qui n'est pas, c'est vrai, aussi importante que pour les agonistes du GLP-1, avec une protection cardiovasculaire prouvée en prévention primaire, une protection rénale prouvée aussi en prévention primaire, et qu'il reste bien toléré à condition qu'ils soient accompagnés d'une bonne éducation, que leur prix peut être jugé acceptable relativement, d'accord? Tout dépend de la poche des patients. Et donc, il est temps de prescrire de façon plus large, en prévention primaire, les inhibiteurs du SGLT2 et en faire profiter nos malades et ne pas réserver cette classe thérapeutique une fois la maladie cardiovasculaire et la maladie rénale déclarées et installées. Et je vous remercie.